Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. L'Europe des petits pas à Bruxelles. Après 5 heures de suspension, les travaux ont repris en fin d'après-midi. Les 12 chefs d'État et de gouvernement doivent se prononcer sur un projet de compromis élaboré par le chancelier Helmut Kohl. Va-t-on vers un accord sans Madame Thatcher? Nous poserons la question tout à l'heure à nos envoyés spéciaux. Dans 24 heures, la flamme olympique brillera sur Calgary. 15 jours de compétition, 2400 athlètes, enjeux sportifs mais aussi économiques. 10 ans de prison pour Rouillant, Ménigon, Aubron et Cipriani. Les 4 dirigeants d'Action Directe étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs. Sida et exclusion, atteint par la maladie. Un employé ne parvient pas à réintégrer son poste alors que le diagnostic de son état est affiché dans l'entreprise. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Sur les routes de France, le week-end de tous les dangers débute malheureusement ce soir. D'un côté, les Parisiens, pour qui l'heure de la rentrée a sonné. De l'autre, les vacanciers d'une bonne dizaine d'académies. Un chassé-croisé d'autant plus difficile que les chutes de neige se sont multipliées aujourd'hui, notamment dans les départements de l'Ain et de Savoie. On a noté des bouchons très importants sur l'autoroute A40 et sur l'autoroute A43 à quelques kilomètres seulement de Chambéry. Plus spectaculaire encore, vous le voyez sur ces images, l'autoroute A72 entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand a dû être fermée une bonne partie de la matinée. Partout, vous vous en doutez, les équipements spéciaux sont recommandés, sinon obligatoires. Alors si vous n'êtes pas encore parti, je vous invite à écouter attentivement les conseils de Claude Régent. Claude, vous êtes avec nous à Lyon, au cœur du problème. Et oui, bien, Bison Futé attend un jour noir pour demain, mais il a déjà eu l'occasion de se faire des cheveux blancs aujourd'hui avec effectivement des chutes de neige au-dessus de 400 mètres sur toute la région. Résultat, déjà de très beaux embouteillages et de très belles glissades. Pour demain, jour de chassé-croisé entre les skieurs, il y a 3 points particulièrement sensibles dans la région lyonnaise. Ces 3 points sont les suivants: l'axe Lyon-Chambéry, surtout pour les retours, la vallée de la Tarentaise entre Chambéry et Moutier dans les deux sens, et l'accès et ou le retour des stations de la Romanche, comme l'Alpe d'Huez ou les Deux Alpes, vers Grenoble. C'est notre 3e clignotant. J'ajoute les difficultés classiques de la traversée de l'agglomération lyonnaise et aussi les difficultés sur l'autoroute Lyon-Genève, au niveau notamment de la rupture autoroutière entre Lyon et Nantua. Les conseils des responsables de la circulation routière, bien sûr, les équipements spéciaux. Je vous rappelle qu'il y a de la neige et du verglas presque partout. Et surtout, essayez d'éviter le créneau 9h-18h. Merci Claude, on vous retrouve dans pratiquement tous les journaux du week-end sur Antenne 2. La montagne en toile de fond d'un autre événement. Demain soir, c'est l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Calgary au Canada. Des Jeux synonymes d'espoir, mais oui, pour l'équipe de France. Curieusement, on compte beaucoup sur le ski alpin, qui était encore agonisant, je le rappelle, il y a quelques mois, pour glaner quelques médailles. Catherine Quitté, Franck Picard et les autres peuvent-ils nous surprendre favorablement? Réponse de Jean Mamère à Calgary. Pour une surprise, c'est une surprise. Même les journaux canadiens en font la une. Les Français rient et sourient. Il est vrai que Franck Picard a causé une agréable surprise en prenant hier la 3e place de la 3e descente d'entraînement, juste derrière le coureur local, le Canadien Belchik, et l'Autrichien Meyer. Franck Picard a donc apparemment pas eu peur de prendre le départ impressionnant de cette descente. Mais il faut tout de même relativiser l'exploit du coureur français. Il a manqué une porte, ce qui représente un gain non négligeable d'au minimum 50 centièmes de seconde. Ce qui est surtout flatteur dans cette performance, c'est le progrès accompli entre les 2 descentes d'entraînement. Franck Picard a avoué le matin avoir commis trop d'erreurs techniques. Il a, semble-t-il, corrigé ses défauts très rapidement. Alors, Franck Picard sur un podium olympique, l'on se prend presque à rêver. Vous avez bon espoir? Bah oui, j'ai l'espoir de faire du bon ski, ça serait déjà bien. Une petite médaille, ça serait mieux. Non, ça je vais pas, je dirais rien là-dessus. Quoi qu'il en soit, Franck Picard est désormais bien installé dans la cour des grands. Il lui faut confirmer encore aujourd'hui dans les 2 descentes d'entraînement. Mais le simple fait de parler d'un descendeur français susceptible de monter sur un podium olympique, c'est déjà en soi presque un fait historique.
Merci. Grâce à Antenne 2, vous serez les spectateurs privilégiés des Jeux Olympiques de Calgary, résumés tous les soirs de minuit à 2 h du matin pour les couches tard. Nombreuses séquences également dans Télématin de 6h45 à 8h30, sans oublier bien sûr les journaux de 13h et de 20h. Côté résultat, tout, voilà, on avait anticipé, sur le Minitel. Vous tapez le 3615 équipe à 2, car nous sommes associés avec nos confrères de l'équipe, et vous aurez les résultats pratiquement simultanément. À Bruxelles, l'Europe piétine sérieusement. Après le round d'observation hier, un round au cours duquel les 12 se sont heurtés une nouvelle fois aux exigences de Mme Thatcher, le terme n'est pas trop fort, M. Kohl a créé la surprise ce matin en proposant que le sommet soit interrompu afin de laisser la place à des entretiens bilatéraux. Les travaux ont donc repris en fin d'après-midi autour d'un compromis élaboré par l'Allemagne. Avant le dernier tour de table, tout à l'heure, François Mitterrand a été catégorique. C'est l'existence même de la communauté qui est en cause. On aura tout essayé aujourd'hui. Les séances plénières et les rencontres tête-à-tête, les concessions et les pressions, l'offensive et la défense élastique. On aura tout essayé pour fléchir Mme Thatcher qui trouvait toujours que l'agriculture européenne coûte trop cher aux contribuables britanniques. Dès ce matin, au petit déjeuner, M. Mitterrand et Kohl ont constaté que rien n'avançait parce que si la quasi-totalité des 12 étaient prêts à se faire les uns aux autres quelques concessions, la dame de fer, elle, n'en esquissait aucune. Cet après-midi, M. Mitterrand a constaté que sur les questions techniques, tout avait été dit et qu'il n'était pas utile de se répéter éternellement. Il a donc invité ses collègues à dépasser ces problèmes techniques et à faire preuve d'esprit politique en se prononçant simplement par oui ou par non sur l'ensemble des propositions de compromis qui leur étaient soumises pour assurer la survie de la communauté. Voilà, je vous le disais à l'instant, les 12 se heurtent une nouvelle fois aux exigences de la Dame de Fer. Le sommet de Bruxelles dépend désormais, surtout son succès, de Londres. Le commentaire de Philippe Sassier. La situation devrait se débloquer assez rapidement maintenant à Bruxelles. En effet, sur les 12 participants, 11 ont accepté l'ultime compromis proposé par les Allemands. La Hollande, qui avait fermement soutenu Maggie Thatcher, a maintenant changé de camp. Maggie Thatcher se trouve donc maintenant isolée. Il y a deux solutions. Ou bien, au cours des dernières déclarations, au cours des derniers entretiens, elle accepte de revenir en arrière et rejoint le camp des 11, ou bien elle continue à faire bande à part. À ce moment-là, il y aura un accord à 11, il n'empêche que ce sera un échec. En effet, s'il n'y a pas un accord général, eh bien, la communauté sera bloquée. Il y aura un problème financier et tous les projets qui ont été discutés ici à Bruxelles ne pourront pas aller de l'avant. Bref, l'Angleterre serait isolée, mais l'Europe serait en panne et il faudrait attendre le prochain rendez-vous, celui de Hanovre au mois de juin, pour tenter de débloquer cette situation. Merci Philippe. Côté français, la cohabitation Mitterrand-Chirac n'a pas semblé, outre mesure, ébranlée par les soubresauts du sommet. L'Élysée et Matignon ont paru d'accord à la fois sur les chiffres et sur la tactique à adopter. Reportage de Rachid Arabe. De plus en plus désunis à Paris, plus que jamais unis à Bruxelles. Mitterrand-Chirac, un couple presque parfait à l'étranger, un couple de circonstances, à l'image de leurs porte-parole respectifs, Michel Gendreau-Massalou pour l'Élysée et Denis Baudouin pour Matignon. Hier encore, les deux porte-paroles gardaient un peu leur distance. Mais devant les journalistes, on filait déjà le grand amour. Ou en tout cas, on parlait ouvertement de mariage de raison. Je vous dis qu'on est d'accord. Vous comprenez bien que quand il s'agit de payer le moins cher possible, je ne vois pas comment l'Élysée et Matignon ne seraient pas d'accord. Hein? La nuit et la crise aidant, François Mitterrand et Jacques Chirac resserrent encore les rangs. Les experts vont travailler jusqu'à l'aube. Ce matin, désaccord total des Européens, accord parfait du couple franco-français. Que ce soit un Gendreau-Massalou, que ce soit nous, nous avons reçu des ordres du président de la République et du Premier ministre pour vous la dire France qu'il y a des négociations parle d'une seule voix pour tenter de sauver l'Europe, bien sûr, mais aussi parce qu'à Paris, Raymond Barre guette le moindre faux pas du duo Mitterrand-Chirac, un couple qui, à l'image de Michel Gendreau-Massalou et Denis Baudouin, se séparera dès qu'il franchira la frontière franco-belge. Bruxelles, c'était le dernier sommet de la cohabitation. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir, peut-être une issue avant la fin de cette édition. Je ne manquerai pas bien sûr de vous tenir informé. À Paris, la 14e chambre du tribunal correctionnel a rendu son jugement aujourd'hui. Les 4 principaux membres d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani et Joël Aubron, ont été condamnés à 10 ans de prison.
Je vous rappelle qu'ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs. Dominique Thiers. Le jugement vient d'être rendu. Les 15 membres d'Action Directe retournent en prison, condamnés à des peines entre 5 et 10 ans. Une dernière fois cet après-midi, ils étaient tous réunis dans les box de la 14e chambre. Les grévistes de la faim, aujourd'hui à leur 74e jour, ont été transportés sur des chaises roulantes. Jean-Marc Rouillant est décharné, Nathalie Ménigon livide, Joël Aubron, Georges Cipriani, tous 4 ont accepté 12 heures de perfusion avant de se présenter devant le tribunal. Dès l'ouverture de l'audience, le président du COS souligne que cette grève de la faim est un acte délibéré et volontaire et qu'en conséquence, il ne peut en tenir compte. Il reproche aux inculpés leur mutisme lors des interrogatoires. Il énumère les faits retenus par l'acte de jugement. Puis viennent les sanctions. Pour ceux que l'on appelle le noyau dur, pas de surprise, la peine maximale en correctionnel, 10 ans. 10 ans encore pour Schleicher, Vincenzo Spano, Claude Alphen et Mohan Amami toujours en fuite. Pour Eliette Bess, Jean Hasselmeyer, Dominique Poiré, Annelise Benoît, la mouvance d'Action Directe, les peines sont sensiblement plus faibles que celles requises par le procureur. 18 mois avec sursis pour Dan Franck et Paula Jacques, 2 relax faute de preuves, une dispense de peine pour Frédéric Germain, la repentie du groupe. Un jugement sans indulgence, disait le président du tribunal. De leur côté, les avocats de la défense déclaraient que l'inculpation d'association de malfaiteurs n'avait jamais été aussi fortement réprimée. La politique, journée relativement calme. Aujourd'hui, seul M. Raymond Barre appuie sur l'accélérateur. Après avoir affirmé hier à Metz que l'Europe serait la grande affaire du septennat, M. Barre était aujourd'hui en Haute-Marne. Il s'est longuement recueilli à Colombey-les-Deux-Églises, devant le mémorial dédié au général de Gaulle. Quelques heures plus tôt à Langres, il avait dénoncé une nouvelle fois la perversité de la cohabitation, en affirmant notamment qu'il faut retrouver ce qui fait la force de la Ve République, à savoir la cohésion des institutions mises en place par le général de Gaulle. 2 autres réflexions en bref. Antoine Pinet dément formellement soutenir la candidature de Raymond Barre. Marie-France Garot sur RMC estime que la cohabitation n'a pas profité à la majorité libérale. Conclusion de la présidente de l'Institut international de géopolitique. Il y a 2 ans, François Mitterrand était battu. Aujourd'hui, il a des chances d'être élu. Fin de citation. Politique et humour. L'humanité défraie la chronique en placardant des affiches osées, entre guillemets. Oser l'humain, là c'est avec un Z, c'est d'ailleurs devenu un slogan. Henri Elie a interrogé les badauds. Nul. Antipolitique. Trop nul. Finalement, je serais passé à côté sans faire attention. CRS, disons l'humain, c'est inattendu. C'est flic quoi, ça part vraiment sur flic. Moi je peux pas dire l'humain. Original, pour une fois. Ça me choque, oui, sûrement. Je ne vois pas le sens. Amusante, elle est bien aussi. Oui, c'est bien. Le SMIC à 6 000 francs, quand il sera à 6 000 francs, ben, je viendrai le voir. Hein. Le PDG lisant l'humanité? Ah oui, évidemment, on s'attendrait plutôt au Figaro. Quoi. Je ne vous fâcherai pas, mais admettez que d'une façon générale, nous ne sommes pas traités comme nous le souhaiterions, en tout cas, sur l'audiovisuel. Alors nous disons aux gens, bah, écoutez, informez-vous, puisque des gens aussi étranges qu'un type qui se promène dans une Rolls ou des CRS osent l'humain, vous aussi, vous pouvez oser l'humain, soyez curieux, informez-vous. Comment tu parles? L'actualité en chiffres, la réduction du déficit commercial américain, 12,2 milliards de dollars en décembre, a donné un petit coup de fouet à la bourse de Paris aujourd'hui. Bilan plus 0,64% en clôture. Autre chiffre, celui de la croissance de l'économie française pour 87, plus 2,1%, chiffre honorable, identique à celui de 86. Le ministère des Finances fait remarquer qu'il est meilleur que celui de la RFA, c'est une référence. Les Allemands affichent plus 1,7%. Les autres faits marquants d'actualité avec Isabelle Stess. André Lessen jette l'éponge sur la Société Générale de Belgique. Le patron du groupe belge Gevert se retire de la course, certains actionnaires n'ayant pas ratifié l'accord signé hier avec Suez pour contrer Carlo de Benedetti. Une nouvelle chance pour le financier italien. Cet homme est l'un des journalistes suédois enlevés hier à Beyrouth. Lui et son confrère ont été relâchés avec les excuses de leurs ravisseurs qui les avaient pris pour des Allemands. Les 2 journalistes venaient d'arriver au Liban à la suite de l'enlèvement la semaine dernière de 2 fonctionnaires scandinaves des Nations Unies. La guerre des pétroliers s'intensifie dans le Golfe. 9 attaques depuis dimanche, la dernière ce matin contre un pétrolier danois. Un marin a été tué. L'Iran riposte au raid de l'aviation irakienne contre les exportations iraniennes de pétrole.
Manifestation anti-Waldheim à l'occasion du bal de l'Opéra de Vienne. Des affrontements entre manifestants et policiers ont fait 3 blessés. Après les accusations de la commission des historiens, le président autrichien réaffirme qu'il ne démissionnera pas. Une intervention télévisée est attendue dans les jours qui viennent. Le sida, une nouvelle fois au cœur d'une affaire. De plus en plus, vous le savez, les malades atteints du sida doivent faire face au risque de l'exclusion sociale. Il y a quelques jours, souvenez-vous, c'est le cas d'un instituteur qui retenait l'attention. Aujourd'hui, c'est un salarié d'une entreprise de Bagnolet, dans la région parisienne, qui est invité à démissionner pour cause de sida. Les faits commentés par Patrice Pellet. À Bagnolet, dans cette entreprise, un employé est absent pour maladie depuis plusieurs mois. La raison, il a le sida et son directeur ne souhaite pas le voir reprendre son travail au même poste. Je demande d'être réemployé, enfin réintégré à mon poste de chef d'équipe, puisque la médecine du travail et mes médecins qui sont compétents en la matière me jugent apte à reprendre mon travail. Voici le certificat délivré par le professeur Rosenborn. On peut lire que le malade n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. De son côté, en infraction avec la loi, le directeur de l'entreprise a fait afficher cette note. Il y explique son point de vue sur le cas de Vilaine. Je n'ai pas licencié Marc de Vilaine. J'aurais pu le faire alors qu'il était en congé de maladie depuis plus de 6 mois. Mais je ne l'ai pas fait parce que je considérais que ça serait indigne de licencier quelqu'un qui était en congé de maladie avec une grave maladie. Non seulement je ne l'ai pas licencié, mais j'ai également proposé par la suite de le réintégrer dans notre société, de le réintégrer dans un autre poste que celui qu'il occupait, dans un poste de bureau, avec une formation professionnelle qui serait payée par l'entreprise et dans laquelle il resterait salarié de l'entreprise. Pour M. Hustex, Marc de Vilaine, en raison de sa maladie, n'est donc plus capable de remplir ses fonctions de chef d'équipe. Le sida et les conséquences de son développement galopant risquent de poser encore bien des problèmes dans les entreprises. Oui, question Jean-Daniel Flézaquier. Au nom de quoi pourrait-on interdire à un séropositif de travailler normalement dans une entreprise? C'est bien la question qu'on se pose parce qu'on parle du sida souvent, très souvent, et malheureusement quelques notions simples semblent encore avoir beaucoup de mal à passer la barrière. Alors, je vais vous répondre très simplement, rien ne permet de l'interdire. On va le dire une fois encore, une fois de plus, le virus responsable du sida se transmet par voie sexuelle, se transmet par le sang contaminé, c'est-à-dire principalement aujourd'hui chez les toxicomanes, puisque dans les banques du sang, on contrôle tous les sangs suspects, on les élimine systématiquement. Ça ne peut pas s'attraper par la salive, ça ne peut pas s'attraper par la sueur, ni en serrant la main, ni en buvant dans le verre de quelqu'un porteur du virus, et pas non plus en s'asseyant sur un siège de toilette après une personne porteuse de la maladie. Alors dans le cas de Bagnolet, on a le droit de dévoiler l'état de santé comme ça d'un malade? Alors là, il y a quelque chose de très grave, parce que dans un document du comité d'entreprise, eh bien, on donne le diagnostic de la maladie de ce monsieur. Alors le secret médical est une liberté fondamentale. On parle souvent de liberté individuelle, comme ça c'est un mot. Le secret médical, c'est l'exemple typique de la liberté individuelle. Personne ne peut donner un renseignement sur l'état de santé d'une personne. Personne n'a le droit de le faire. Alors là, il a été violé, là, les médecins, oui, la seule personne qui peut avoir à connaître de l'état de santé de ce salarié, c'est le médecin de l'entreprise. Et il est tenu au secret médical. Et même si cette personne décédait, le médecin ne serait pas délivré de ce secret médical. Personne n'a le droit de rompre ce secret. C'est interdit, c'est impossible. C'est une protection absolument nécessaire. Ni l'employeur, ni le comité d'entreprise ne peuvent faire état de la maladie de cette personne. Et il y a là une faute et que la justice aura certainement à apprécier. C'est absolument impossible de faire ce qui a été fait. Et on ne pourra jamais le faire. C'est la seule façon de nous garantir les uns et les autres contre n'importe quelle malversation, contre n'importe quelle attaque. On ne peut pas. C'est vraiment quelque chose une chose à laquelle les médecins tiennent et malheureusement, trop souvent encore, on voit des informations être divulguées. Alors il y a une part là qui n'est pas possible. Pour vous donner l'importance du secret médical, je vous rappellerai juste un fait en conclusion. En 1944, dans les années les plus noires de notre histoire, le professeur Porte, président du Conseil de l'Ordre, a rappelé à tous les médecins français qu'ils ne devaient pas communiquer à l'occupant le nom des blessés qu'ils soignaient. C'est pour vous dire à quel point cette valeur est une valeur fondamentale et il faut la respecter. Merci Jean-Daniel. L'Europe et les États-Unis main dans la main dans l'espace dans quelques temps pour essayer de rattraper les soviétiques. Ça ne sera pas évident. Après une semaine de négociations, l'Europe a accepté de participer au financement et à l'exploitation de la future station orbitale américaine. Le sujet est tellement ambitieux que la NASA ne pouvait pas assurer toute seule le coût de l'opération. Bref, c'est la fin du monopole de l'administration américaine sur l'espace. Patrick Esther. Depuis plus de 7 ans maintenant, les équipages de la NASA testent les différentes techniques pouvant être utilisées pour la construction d'une gigantesque station spatiale. Une sorte d'usine et de quartier d'habitation placé dans la proche banlieue de la Terre, à 500 km d'altitude.
Les différents modules qui la composent seront apportés en orbite par une vingtaine de voyages de la navette. 6 hommes, 6 techniciens pourront alors y travailler à la production de médicaments et d'alliages nouveaux. Mais cette station orbitale très complexe coûtera aussi très cher. 70 milliards de francs. Un investissement trop lourd pour l'Amérique seule qui a invité l'Europe, le Japon et le Canada à participer à cette aventure. Une négociation elle-même très difficile, mais qui semble aboutir actuellement. Il fallait savoir, par exemple, de quel droit juridique relèveront les astronautes en cas de crime, mais surtout à qui appartiendront les brevets des découvertes scientifiques effectuées à bord. Enfin, il fallait savoir si les militaires américains auraient ou non le droit de citer. Une négociation tellement serrée qu'au début de cette semaine, le responsable du programme américain a préféré démissionner. Il est vrai que la Maison-Blanche, en coupant brutalement la moitié des crédits alloués au programme, a rendu cette réalisation difficile. Pire, hier soir, le gouvernement américain a décidé d'accorder à la société privée ISF le droit de lancer dans l'espace d'ici 3 ans une station orbitale financée totalement sur capitaux privés. Pour la Maison-Blanche, c'est clair. Il n'y a plus de monopole possible pour l'administration de la NASA. La conquête de l'espace devient maintenant un business et que le plus efficace, sinon le meilleur, gagne. La météo du week-end, Laurent Cabrol. Cette fois-ci, c'est bon, hein, c'est le retour du soleil. Oui, j'allais dire, ouf, enfin, enfin. C'est presque le retour du soleil. Nous devons quand même revenir un instant sur ce qui s'est passé aujourd'hui, car nous avons vécu vraiment une véritable tempête de neige sur le Massif central et les Alpes. Sur le Massif central, 30 000 foyers ont été privés d'électricité une grande partie de la journée, avec des vents de 100 à 110 km/h, et tout cela sous la neige, c'était énorme. Et puis les inondations. La Seine monte à Paris, elle a atteint 5,05 m, elle va encore gonfler dans les jours qui viennent, et la situation devient à peu près, elle devient critique quand même. Et oui. Et puis un dernier mot quand même pour les incendies de forêt, puisque ces incendies ont repris sur les Bouches-du-Rhône et le Var, avec des vents, encore des vents de 100 à 110 km/h sur le Mistral. Alors l'apaisement, le voici pourquoi. Bien parce que nous avons ce que nous appelons un anticyclone, que vous connaissez si bien, il était sur les Açores, et il commence à gonfler sur la France. C'est pourquoi demain nous serons bien protégés, avec l'arrivée d'une perturbation, mais qui va s'effriter rapidement sur la pointe Bretagne, partout ailleurs, des brumes, des brouillards, bien sûr des averses, mais elles vont rapidement s'estomper pour laisser place à de belles périodes ensoleillées, un vent quand même qui va rester soutenu sur le pourtour méditerranéen. Les températures, là c'est la nouveauté, les températures qui baissent, normal. Nous gardons maintenant des éclaircies nocturnes, -3 degrés, ça y est, c'est parti, des petites gelées. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais enfin, c'est ainsi pour demain matin. Demain après-midi, les températures, bien sûr, vont remonter. Le thermomètre va gagner 4 à 5 degrés. Vous voyez, entre 5 et 15 degrés du nord au sud, 5 à Strasbourg et 15 degrés à Biarritz. Et demain, nous fêterons les Béatrices, les Béas, comme on dit, avec un soleil qui va durer 10 heures tout juste, 8h05, 18h05. Voilà. Merci Laurent. L'événement au Grand Palais à partir de demain à Paris, avec la première grande rétrospective consacrée au peintre Edgar Degas. Vous pourrez voir 400 toiles émanant de 700 musées et d'une trentaine de collections privées. Degas, vous le savez, je crois qu'on peut le rappeler, c'était un grand peintre, il aimait les femmes, mais c'était aussi, je crois qu'on l'ignore, un célibataire endurci. Commentaire de Pierre Champetier. On affirme que Degas aimait les femmes. Il leur a consacré son œuvre. Mais les a-t-il bien servis? Jetez un œil dans la salle de bain, lieu que fréquente le peintre dans sa dernière période. Il brode indéfiniment sur le thème de Suzanne, surprise dans son intimité. Sauf qu'il n'y a pas de vieillard. Sinon le peintre lui-même qui épie, selon son expression, comme à travers le trou d'une serrure. Croyant être seul, ou seul avec sa servante, Suzanne ne cherche pas à plaire. On la dirait absente, sans visage, sans âme. Juste un bel animal, et qui n'éveille aucun désir. Degas l'a voulu même. Il s'agit de montrer la bête humaine, tout occupée d'elle-même. C'est du dernier galant. Mais pourquoi tous ces corps tordus, ces baignoires qui s'ouvrent comme des tombeaux? Inquiétant. Et plus jeune, voyons si Degas traite la femme avec plus de bienveillance. Entrons dans la salle de danse. Certes, nous y trouvons la grâce. Mais aussi et surtout l'effort, la fatigue, la sueur. Au milieu de l'arène, droit comme un nid, le bourreau avec sa canne qui vous fait entrer la mesure dans le corps. Et puis, il y a l'homme invisible, Degas, qui n'en perd pas une miette.
qui décline le long des murs toutes les variations de ces menus tourments. Son sujet n'est ni la beauté ni la grâce, mais la prise de possession du corps par une technique, la femme habitée, remodelée par la danse. Et si le viol était une idée fixe? Examinez cette œuvre de jeunesse. Un homme dominateur, une femme prostrée, une atmosphère à couper au couteau. Pour Degas, c'était une scène d'intimité. Pour tout le monde, c'est un viol. Alors forçons-le dans ses derniers retranchements, jusqu'à cette scène de guerre au Moyen-Âge, sans doute sa toute première toile. Eh bien, le premier rapport de Degas avec les femmes se traduit par un carnage. Nous connaissons même les victimes. Donnez à ces malheureuses un peigne, une éponge, et vous avez les dernières baigneuses. C'est à se demander si ce grand amateur de femmes n'était pas un peu misogyne. Et oui, on se le demande. À voir à partir de demain au Grand Palais à Paris. Bonsoir Pierrette. Bonsoir. En Kourou demain à Vincennes. Et oui, encore, vous savez que dans très peu de temps, eh bien, on va recourir, mais à Auteuil. Ça sera l'obstacle qui prendra suite. On court à Vincennes. C'est le soleil là-bas, hein, vous avez les couleurs, hein, c'est bien. Oui, ça se voit beaucoup avec le blanc en plus. Eh bien, ça sera un tiercé quarté plus de l'après-midi à Vincennes, dans le Prix d'Amboise. Très bien. Cette course aux 3 clés se dispute sur 2650 mètres et elle a réuni un très bon lot de trotteurs âgés de 7, 8 et 9 ans. Nous retrouvons parmi eux de nombreux concurrents qui viennent de se distinguer dans de récents tiercés écartés. Sachez qu'en cette fin de meeting de trot, puisque bientôt c'est Auteuil, eh bien la forme des chevaux prime souvent leur classe. Alors j'ai essayé d'en tenir compte dans le pronostic que je vous propose maintenant. Voilà ce que je vous conseille de jouer avec Pablito en tête qui portera le numéro 1, suivi de Premier Pas, le numéro 12, Oustina le 17, Paul Stock le 5, Petit Saphir le numéro 16, Ogdalver le 13, et pour terminer, Picsou, le numéro 8. Je vous signale que le numéro 2, Pas de valse, est non partant. Voilà. Parfait. Résultat et rapport demain soir. Absolument. À part ça, bon anniversaire. Eh oui, vous savez tout. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Une année de bonheur en plus. Eh oui, tout à fait. Excellent week-end sur Antenne 2. Samedi et dimanche, Daniel Bilalian et Philippe Gassot vous présenteront les différents journaux. Demain à 13h15, n'oubliez pas l'assiette anglaise, animée par Bernard Rapp. À lundi, 20h. Bonsoir.